Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. All right, donc je commence ce podcast en présentant notre invité de la journée, Marc-Antoine Frenette. Je suis content de t'avoir au podcast, c'est super. Marc-Antoine Frenette, ton nom, c'est-tu Marc-Antoine Frenette ou c'est Malf? Parce que... Vas-y. On m'appelle Malf parce que justement, il manque le logo qui est là. Donc, c'est Marc-Antoine Legault Frenette. OK, et c'est puis, ça. Au final, les gens ont fini par me nommer Malf. Entre autres aussi, je viens du monde de cinéma, la publicité. Sur les claps, tu écris le nom du réalisateur. Faut que ça soit short, là. Malf, ça va plus vite. Clic. Voyons, c'est quoi son nom encore? Puis là, c'est ça. Parce Donc, là, au final, c'est ça mon nom, Malf. Puis, Parfait, je comprends. C'est drôle parce que quand je t'ai invité au podcast, j'avais comme un blanc de ton prénom, puis sur tous les réseaux sociaux, puis tout ce que je te trouvais, c'était Malf. Puis là, j'étais comme, je me sentirais mal de juste l'appeler Malf s'il veut pas qu'on l'appelle de même. Mais finalement, je t'avais dans le Excel du Club Nordique. Là, j'ai tous les noms de chaque propriétaire d'entreprise. Puis j'étais comme, OK, mais je suis content de t'avoir demandé. Propriétaire de Brave Vision, on le dit-tu avec un accent anglais ou brave? Je le dis avec un accent anglais, effectivement, mais je veux dire, le mot aussi est là pour être bilingue, là, donc Brave Vision, mais... Moi, j'avoue, ça se dit bien dans les deux, dans le fond. Je suis vraiment content de t'avoir parce que je pense que tu es le premier invité depuis le début du podcast qui a une business vraiment plus en ligne de e-commerce. La plupart des gens dans le club ne veulent pas, vu que c'est un club régional, des Laurentides, c'est du monde qui ont pignon sur rue ou qui ont des entreprises mom and dad, genre sur place. Fait que je suis content de t'avoir parce que c'est une réalité vraiment différente de ce que moi je connais puis de ce que tout le monde à qui j'ai passé en entrevue connaît aussi. Fait que j'ai hâte d'avoir ta vision là-dessus. Puis une des premières questions que je me demande, justement, tu sais, Brave Vision, est-ce que vous, initialement, l'idée c'était de se concentrer sur le marché québécois ou ça serait vraiment comme on vend à l'international? Puis en fait, au début, puis je pense peut-être comme... Je sais pas, n'importe quel entrepreneur qui se lance en e-com s'imagine, le monde est immense, je vends et je fais des millions. Là, c'est d'infini. C'est la Terre, là, c'est infini. Là. Donc oui, c'est pour ça aussi, entre autres, le nom, on l'a toujours prononcé en anglais parce qu'on se disait, genre, c'est ça. Puis on a commencé à vendre ailleurs, presque avant le Québec, juste parce qu'on se disait, il y a plus de monde. T'sais. C'est jusqu'à tout dernièrement, je dirais peut-être 2 ans, on a dit, OK, là, on va focusser, parce que c'était un peu comme... Oui, c'est le fun, t'as bien du monde, mais après ça, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Aussi avec parce qu'il y en a des compagnies. Il y en a, mais t'as aussi ton pouvoir, comment je pourrais dire, d'achat publicitaire, il est tout petit. C'est comme, OK, cool, je vais aller mettre, je n'importe quoi, 100$ ici à LA. Ça se perd, là, c'est inutile. Donc, oui, on vendait un peu partout, tout ça, puis après ça, on a même dit, OK, on va juste faire même États-Unis, Canada. Pour finalement dire, on a une histoire, on est des gens d'ici, puis souvent, justement, au Québec, on est des bons fans. Quand on est des bons fans, les Canadiens ou peu importe, on va juste focusser, puis là, ça nous aide aussi à dire, plus tracker, tant mieux, aujourd'hui, on est capable de dire c'est qui, quel âge, quel genre de personne. Mais quand c'est trop loin, une personne qui a acheté en Arizona, tu fais, es-tu capable d'avoir une data là-dessus? Ça serait-tu intéressant d'en mettre plus là? On ne le sait pas. Ils sont tous éparpillés partout aux États-Unis, d'avoir ici et là. Donc, à un moment donné, on a fait un peu. On se recentre. Puis 6 mois travaillant dans le domaine de la publicité, c'était un peu niaiseux, quand je travaille beaucoup avec les agences de pub. Je disais, j'ai des gens que je connais qui sont là-dedans, qui font des campagnes Facebook.
OK, là, c'est à mon tour, j'ai besoin de votre aide, parce qu'à l'inverse, c'est les autres qui m'engagent pour faire des pubs. OK, on va restructurer ça, maximiser vraiment juste ici. Puis bon, tranquillement, quand on a une recette qu'on trouve, je pense qu'on commence à l'avoir, c'est juste, OK, là, on va grandir. C'est ça, l'idée, c'est comme travaille ta niche en premier, disons, ici. Là, tu te fais un espèce de core client, genre des clients core ici. Une fois que la compagnie est sereine, genre, puis tu peux aller de l'avant, ben là, c'est plus facile de... Je te dirais juste, avance un petit peu ton micro, j'ai l'impression. Ça se peut que ça va aider, qualité de la voix, peut-être pas, mais en tout cas, ça, c'est ma déformation professionnelle. Non, c'est bon, je te remercie. Mais je trouve ça vraiment intéressant, ouais, puis on l'oublie des fois. J'ai l'impression qu'au Québec, on a le... Tu sais, souvent, j'ai entendu ça souvent, le marché, il est trop petit. C'est pas assez, le marché est trop petit. Aux États-Unis, ils font les choses big, blablabla. Mais... on est justement du monde très fidèle. Puis je pense que justement, le consommer local puis encourager le local au Québec est très puissant. Puis tu sais, on parlait de podcast un peu avant, puis on parlait de sous-écoute de Mike Ward. Bien, je trouve que c'est un des bons exemples de comme encore à ce jour, dans le monde du podcast, Mike Ward, c'est le podcast qui a été enregistré devant le plus de monde et c'est invaincu. Tu sais, il y a deux footballeurs américains, les frères... Kelsey qui ont essayé de pogner ce truc-là puis de le faire dans un stade, ils n'ont même pas été capables de le dépasser. Puis moi, je suis juste comme... C'est quand même une preuve, je trouve, de la particularité du marché québécois, puis aussi l'avantage d'être québécois puis de partir de ta business ici, c'est que toi, tu comprends cette particularité-là. Puis tandis que d'autres grosses entreprises américaines, c'est sûr qu'il y en a là, qui ils vendent bien des lunettes au Québec, mais... c'est difficile de comprendre des subtilités de genre qu'est-ce qui pogne ici, puis comment... Qui on est, notre identité, puis ça, c'est super important. Surtout, justement, on vend pas pignon sur rue, donc les gens viennent pas nous voir pour le comprendre. Donc, il faut comme le présenter le plus possible. Puis, c'est ça aussi, ça reste quand même un défi, je dirais, pour d'autres personnes qui ont des business de e-com au Québec, c'est qu'il faut que tu fasses un peu le travail en double à chaque fois. Donc, c'était aussi pour nous autres, quand c'était pas de dénigrer le Québec ou quoi que ce soit, c'était de dire, on va aller ailleurs, parce que c'est plus simple, on fait une langue. Tout est en anglais. Tout est en anglais, puis OK. Mais là, comme quand tu es au Québec, tout comme d'autres entreprises, des fois, sont comme il faut faire, moi je le sais, mettons, je fais une publicité pour Tim, ben il faut qu'il fasse la version anglaise et française. Donc, c'est comme deux projets, le même, mais il faut que tu le diffuses, tu le présentes autrement, le caption est différent, c'est pas le même public. Même l'humour est différent. Donc, c'est toujours un peu touché, mais ça, quand même, ça duplique les forces. Donc, quand tu commences, tu dis, attends, je vais faire un choix, puis là, tu dis, je décide l'anglais parce que c'est universel, là, comme dans le monde du e-com, c'est la planète Terre, c'est ça, là, mettons. Oui, parce que tu peux autant vendre en Europe en anglais qu'aux États-Unis, qu'en Amérique du Sud. Donc, tu prends cette décision-là. Puis quand je dis, je prends, c'est nous, c'est moi, mon cousin d'ailleurs, là, cofondateur du projet. Qui, lui, comment il s'appelle? Jordan. Jordan, il travaille dans quel domaine, lui, à la base? Lui, à la base, il est plus business, donc peut-être que ça se voit, peu importe. Moi, je suis plus dans le domaine créatif. Puis lui, en fait, il a fondé une compagnie d'asphalte en Alberta. OK. Puis... belle place pour fonder une compagnie d'asphalte. Oui, c'est ça, exactement. Ça a bien fonctionné. Depuis quelques années, il a vendu sa compagnie. Il est de retour ici, dans l'immobilier, donc peut-être quelqu'un avec qui tu voudrais jaser. C'est plus sur comme des gros projets immobiliers. Là, il est dans les Laurentides? Il est dans les Laurentides, mais en fait, il est à Mirabel. Ah, donc, tu l'inviteras à notre prochain 5 à 7. Il serait bienvenu, certain. Puis, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même, lui, la vision de la business. Puis, c'était la raison là, quand on a parti ça aussi, de faire, OK, George, on s'est toujours bien entendu, puis on a comme aussi la même vision globale. On reste tous les deux des entrepreneurs. Puis, de dire, à un moment donné, comme tu disais, tu peux pas porter tous les chapeaux, tu peux pas tout faire, même si tu penses, puis tu as des idées, oui, mais après ça, tu as l'exécution, puis de faire, OK, oui, on peut faire ça, la créativité, lui, un petit peu plus. Donc, c'est quand même un bon match qui existe, là, à un moment donné, c'est comme, tu vas avoir des idées, c'est cool, mais après ça, dans les faits, c'est des maths, c'est quoi? Oui, 100%. Des fois, il faut pousser un petit peu plus loin la note créative pour aller, en tout cas, c'est un beau mélange, là, mais c'est un... 100%, puis mettons qu'on backtrack un peu, là j'ai commencé directement en parlant de la business, mais je commence toujours les podcasts de la même façon, puis j'aimerais savoir plus l'espèce de 10 ans. T'as quel âge, toi? 37. 37, OK. Ouais. L'espèce de même 20 ans avant Brave Vision, là, ça fait combien d'années que vous existez? 3-4 ans? Existe depuis 2016, donc ça fait quand même déjà longtemps. Wow. Mais avant de commencer à vendre, on a commencé à vendre en 2020, donc en pleine pandémie. Ouais. Avant ça, c'était, honnêtement, on vient pas du domaine de la lunette, puis comme tu peux dire, faire un podcast, quoi, c'est ça, n'importe quoi qu'on peut regarder, ça peut être simple. Tu dis, là, c'est une lunette soleil, là, tu réinventes pas le monde, tu t'en vas pas sur la lune. Mais finalement, quand tu connais pas ça, parce qu'on n'était tous les deux pas dans le domaine de la lunetterie, si on veut,
Ben là, on a fait comme du R&D, puis comme un bac en design industriel, si tu veux, à développer. Au début, on voulait... L'idée globale, là, c'était comme de vendre à la commande, donc d'imprimer en 3D chaque lunette, puis les vendre à ce moment-là. Donc, on a poussé la note, parce qu'à un moment donné, tu t'acharnes. Vous êtes entêté là-dessus. Oui, tu t'entêtes, puis là, tu te dis... quand est-ce que j'arrête pas parce que je suis rendu à tel niveau. Là, j'ai investi du temps. Les machines 3D, puis là, on des recherches, puis là, on est rendu vraiment poussé ici, c'est ça, pour à un moment donné faire, OK, ben, c'est-tu vraiment ça le but? Non, le but, c'était un message, une philosophie, une idée en arrière de tout ça, plus que vraiment l'impression. C'était une bonne idée de dire, OK, cool, là, on n'a pas d'inventaire, puis on print à la commande. Mais c'était pas, si tu voulais une lunette, c'était comme, je te reviens dans un mois, t'en as une. Ouais. Puis, c'est un projet, C'est un projet, puis c'était pas, c'est pas encore là. Donc, même si des fois on est visionnaire, c'est comme l'impression 3D pour certains objets peut-être, mais pour ça, c'est trop esthétique, c'est du fashion, c'est pas encore... C'est ça, je pense que l'impression 3D vient répondre à une demande en ce moment beaucoup dans... Tu sais, je regardais une vidéo l'autre fois, puis il parlait d'une compagnie qui... refurbish des vieilles générations de iPhone puis de iPod. Puis ils sont capables de refaire toutes les micro-pièces qui brisent avec l'impression 3D. Puis ça, j'étais quand même genre, hey, ça, pour vrai, là, ça peut, disons, éviter le gaspillage. Puis juste comme, moi, le iPod classique, là, je m'en ennuie. Là. Je trouvais ça vraiment sharp d'avoir un truc juste pour écouter ma musique puis qu'il n'y ait pas mes notifications dessus. Mais je pense que justement, l'impression 3D, ça peut être bon pour ça. Mais justement, là, quand tu commences à faire... Faut que tu fasses aussi de la quantité, veux pas, là, si tu veux que l'entreprise soit viable. Mais disons qu'on vient encore plus avant ça. Là. Genre, Marc-Antoine, tu as fait tes études en quoi? Comme... dans le fond, moi, j'ai peut-être un parcours un peu atypique, là, mais j'ai étudié en multimédia. Donc, j'ai touché à tout, là, donc, que ce soit des sites web, photos, vidéos, etc. Mais j'avais quand même à l'intérieur de moi la passion d'être réalisateur, donc de faire des films, etc. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai comme gradué en 2005 en multimédia, donc c'était, en fait, j'ai juste fait mon cégep. Je suis pas allé à l'université parce que j'étais déjà un peu pressé de faire les choses. Puis surtout, dans mon domaine, c'était comme un peu, justement, tu veux être réalisateur, ben c'est un peu, tu sais, comme un catch, comment on dit, le catch-22, là, tu sais, l'œuf avant la poule, bref. Ouais, 100%. Donc, si tu veux te faire engager, il faut que tu fasses des choses. Mais pour faire des choses, il n'y a personne qui veut t'engager. Donc là, j'ai décidé à ce moment-là de faire mon long métrage. Donc, ça aussi, c'était un peu comme atypique à ce moment-là. Au même moment, il y avait Xavier Dolan qui faisait son premier film, puis qu'il était à Cannes, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je me suis pas rendu à ce niveau-là. Mais l'ambition était quand même là pour le faire. Puis, je savais que je sortais, un peu... les gens rentraient soit à l'université ou se prenaient une année sabbatique ou peu importe. Puis, j'ai décidé à ce moment-là de faire un long métrage, donc 33 jours de tournage, l'écrire, le monter. Donc, tout ça a pris, mettons, entre... Comment tu l'as financé? Moi-même. Donc, je restais chez mes parents encore là, mais tu sais, c'était entre 18 et 20 ans, mettons, là. Puis, ça a donné ce que ça a donné. C'est une super belle expérience. Pour moi, c'était mon apprentissage. Mais après ça, c'est comme ça que j'ai rentré en publicité. C'était pas nécessairement un rêve de dire « Hey, je veux être réalisateur en publicité », mais c'était comme ça qui est comme arrivé. J'ai commencé à travailler en casting. Après ça, je faisais des making-of pour des films de série B là, qui sortent directement en DVD à cette époque-là. Puis après ça, à un moment donné, tu te fais un peu un nom. Là, c'est comme ça que le milieu se fait. Puis là, tu travailles en pub, puis là, ça, ainsi de suite. Puis je fais encore ça aujourd'hui. En fait, c'est c'est mon gagne-pain principal. Ça, c'est là, mais c'est comme n'importe quel business. On réinvestit avant de dire que je fais plus mon autre projet, mon autre entreprise. Donc, ça aussi, chevaucher deux business, c'est quand même... C'est intense. Tu disais travailler à 80 heures, tout ça, je suis comme, on est là-dedans, puis c'est jamais fini. T'arrives jamais à un point où tu fais tes checklists, puis t'es comme, OK, c'est bon. On se sent jamais complètement libéré. Je pense que ça m'est arrivé une fois, j'étais comme un peu déstabilisé, je commentais un peu. Hey, j'ai vraiment plus rien à faire. Là. C'est drôle que tu fasses référence à ça. En fait, là, les gens, s'ils comprennent pas, c'est parce que dans l'autre podcast avec Geneviève, parce qu'ils n'écoutent pas toutes les... Non, je comprends. Mais on parlait du fait que justement, les entrepreneurs on travaille justement des 80 heures semaine, puis que la clé d'être entrepreneur, ou ce qu'on rêve d'atteindre, c'est un jour justement d'avoir une business qui est capable de rouler sans nous. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai un de mes très bons amis qui est réalisateur dans la vie. Puis il a fait son bac en cinéma à l'UQAM. Puis il avait de la misère pendant le bac parce qu'il était comme tout le temps tiré par le fait que lui aussi, très entrepreneur, puis il va créer ses propres affaires. Puis il se faisait vraiment tirer justement par des boîtes de prod ou justement des compagnies en pub pour qu'ils viennent tourner avec eux. Mais il voulait en même temps faire son bac. Puis là, pendant un bout, il tergiversait entre
Comme, je finis-tu mon bac pour avoir le papier ou je dis fuck off, je m'en vais all-in dans le domaine. Puis, choisi quoi? la plupart du monde autour de lui disait, ben non, faut que tu t'accroches. Faut que tu fasses ton bac, tu sais, comme ça a une valeur, blablabla. Puis moi, étant son ami entrepreneur qui a drop out de l'université après 1 an et demi, j'étais comme, ben non, bro. Go for it, t'as de la job. De toute façon, je suis comme, le 3/4 de tes amis qui sont dans le bac en cinéma, ils rêveraient d'avoir ce que tu te fais offrir en ce moment. Ils vont peut-être même pas jamais le faire parce qu'au final, on s'entend que c'est des milieux que... Puis, exactement. Il y a beaucoup de comment tu dis ça? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. En tout cas, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent... Puis c'est la meilleure école aussi. Il faut que tu en fasses pour comprendre l'expérience, etc. Tu as beau avoir les cours, puis c'est pas pour me flatter et dire hey, j'ai fait la bonne décision, mais je me souviens quand même qu'à ce moment-là, soit mes collègues de classe ou ceux qui étaient un peu plus jeunes, puis qu'à ce moment-là, c'était bon, il fallait aller à Concordia, à l'école de cinéma Concordia, c'était la place. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Mais une fois qu'ils ont fini, on dit t'as tellement fait la bonne affaire de juste comme let's go de faire. Mais c'est parce qu'au final, ils repartent au même point que toi, tu as reparti il y a 2 ans ou 3 ans avant. Ils ont appris des affaires, ils ont fait des connexions. Ce que j'avais pas. Ça, c'est vrai, les connexions, c'était le fun. Ils ont connu du monde que moi, j'ai pas connu. Mais au niveau de l'expérience, c'est sûr, là, tu te pètes le bicycle, tu fais des choses que tu pensais puis que tu allais pouvoir, puis ça allait te mener là. C'est peu importe, c'est la vie. Mais au niveau de l'expérience, puis ça, c'est comme, je pense que c'est bon en business. Je trouve souvent c'est la solution dans l'action. Il y a une bonne partie où il faut que tu y réfléchisses, oui. Puis l'autre, il faut que tu sois dans l'action. C'est vraiment une balance. Tu fais juste réfléchir, tu fais rien. Puis si tu es juste dans l'action, tu penses à rien non plus. Donc c'est juste comme trouver un peu le milieu, mais souvent comme juste essaye, puis ça va finir par mort. 100%. Ben lui, c'est un peu ce qu'il a fini par faire finalement. Il est parti. Je te dis juste pour la fin de l'histoire. Puis je veux dire, il travaille full. De pouvoir rentrer dans ce milieu-là. Donc, 100%. C'est l'opportunité. Ouais, puis c'est tellement... parce que j'ai travaillé un peu dans... Ben, pas dans le cinéma du tout, là, mais moi, je travaillais justement plus en création de contenu. Puis ma niche, c'était... les festivals d'humour. Genre, j'ai travaillé pour Juste pour rire, Comédia, les podcasts d'humour, blabla. Puis, tu sais, au final, j'étais la personne qui avait cette job-là dans le milieu. Pendant 4-5 ans, la plupart des humoristes m'engageaient moi pour faire leurs photos de casting, leurs photos de show. Puis je faisais toutes les photos vidéo. Ben, c'est pas moi qui faisais la vidéo, je traitais, là, mais c'est moi qui faisais la création de contenu pour les festivals. Mais au final, il y a peut-être 6 gros festivals au Québec. Il y en a 4 ou 5 que je faisais. Puis les photos des humoristes, ben, les plus gros m'engageaient. Fait qu'au final, tu te dis... Mettons que tu en as 50 qui voudraient faire ce job-là, puis il y en a 2 qui le font. C'est ça qui est ça. Mais c'est parce que aussi, dans le milieu, les gens t'appellent et ils veulent pas changer. C'est comme quand tu connais, je sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, un bon plombier. Pourquoi tu as juste le goût, à moins qu'il soit pas disponible, d'en appeler un autre? Donc, c'est le même principe. Les gens m'engagent, moi. J'ai toujours appris d'être un peu indispensable pour eux. Donc, au début, d'en donner un peu plus, mais de sentir que tu as bâti quelque chose de confiance, finalement. 100%. C'est un peu le même principe qu'avec les lunettes. Je veux que la personne qui le reçoive se sente spéciale. Donc, c'est comme, qu'est-ce que tu peux faire pour le faire, autant dans le service client ou quoi que ce soit. OK, cool. Je suis pas juste comme un numéro, on s'en fout, puis je suis perdu, j'essaie d'envoyer un email, ça va nulle part. Là, Donc, ça, je pense que c'est comme, quand t'es, comme tu dis, là, quand t'es dedans, continue à, de pas être complaisant, t'sais. Ouais, 100%. Juste comme, tu t'assois sur des lauriers. Ça paraît beaucoup que c'est ça ton mindset. Il y a une pub que tu fais rouler en ce moment qui revient tout le temps dans mon Facebook. Je pense parce qu'on s'est parlé. Là, que ça se peut. Dès que je t'écris, finalement, mon Facebook, c'est Brave Vision à grandeur. Puis probablement que là, vu que nos 2 cellulaires sont proches, ça va être ça aussi. C'est ça. Mais il y en a une que c'est juste, dans le fond, tu fais comme l'espèce de unboxing, mais c'est pas tes mains. Là, genre, on voit la boîte s'ouvrir, puis genre les lunettes sortir, puis juste ça... Tu regardes l'espèce d'expérience que la personne a quand elle reçoit des lunettes Brave, puis il n'y a pas aucune compagnie qui met autant le package là-dessus. J'étais comme, OK, moi, je suis quand même vraiment influençable par ce genre d'affaires-là. J'étais comme, juste à cause du package, il faut absolument que je m'en achète une. Puis... Oui, on trouvait ça plate. Je pourrais parler vraiment de l'univers de la lunette, mais c'est que, mettons, tu vas dans un Sunglasses Hut, puis là, t'achètes une Ray-Ban ou une Oakley, tu sors du magasin, puis ils te donnent la pochette, puis ils sont comme, t'as dépensé 250$. Ils ont même plus de boîte. Ils ont même plus de boîte, c'est genre, c'est ça. Sac. Donc, moi, avant même de starter ça, j'avais acheté des personnes, puis c'était ça, là, juste parce que je l'avais vu dans un film. C'était Nicolas Cage qu'ils avaient. Genre, c'est cool, mais tu ressors, puis là, tu es comme, OK, c'est ça que tu veux, puis tu viens de dépenser quand même une bonne somme d'argent. Puis là, tu es comme, OK. Donc, je trouvais que l'expérience, quand même, elle va de soi. Donc, tout ce qui est, justement, tout est quand même réfléchi, là. C'est sûr que c'est mon domaine par rapport à tout ça, mais je veux dire,
les couleurs, le packaging, ça, tu viens quand même de donner comme, c'est toujours un échange. C'est un échange de value, là, qu'on peut dire. Ouais. Tu as passé tant de temps à travailler, peu importe combien de temps, puis toi, combien c'est ton salaire, peu importe, mais tu dis, là je fais un échange, puis je veux ça en échange. T'sais. Tant d'heures de ma vie. Oui, c'est ça, dans le fond. Ces lunettes-là, c'est ça, comme n'importe quoi qu'on achète. Ouais. Puis c'est sûr que c'est plus facile, justement, cet échange de valeurs-là, quand tu as fait une invention, puis c'est comme, hey, là, ce parapluie-là, c'est pourquoi personne n'y a pensé, c'est incroyable, la valeur est tout de suite, tu peux donner ton argent, c'est bon. Là, quand tu vends quelque chose qui est comme, bon, qui reste quand même de style, le problème a été réglé de se faire protéger du soleil par les yeux depuis très longtemps. Ouais. Ce problème-là est réglé. Donc là, ce que tu vends, c'est un univers, une philosophie, une marque, puis justement toute l'expérience client du moment où tu as fait naviguer le site, tu as fait buy, puis que tu reçois chez vous. T'sais. Parce que tout ça, après ça, ce qui arrive, c'est que, mettons, toi, tu les as achetés, puis tu es satisfait, ben, tu deviens un nouvel ambassadeur de dire, hey, t'as-tu vu ça? C'est comme aller voir un film. Il n'y a personne qui me paye pour dire, hey, Oppenheimer, c'était incroyable, mettons. Va le voir. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tu as eu une bonne expérience. Donc, c'est le même principe. Tu vends un produit. Si l'expérience est incroyable de A à Z, ben, tu as le goût d'en parler. Puis ça, ben, c'est ça qui est payant. Parce qu'à un moment donné, surtout dans les produits, j'ai l'impression, un petit peu plus dispendieux. Comme aussi, moi, personnellement, si j'achète un produit qui est dans, je sais pas, une paire de lunettes, elle me coûte comme 180 au lieu de la petite paire de lunettes cheap de pharmacie à 20$. Je sais que peut-être inconsciemment, faut que je me convainque pour faire cet achat-là. Premièrement, je suis comme, OK, est-ce que it makes sense que je dépense ce genre d'argent-là dans ce produit-là? Oui, parfait, j'ai besoin d'avoir quelque chose de qualité. Je suis tanné d'acheter 20 paires de lunettes cheap qui pètent toutes. J'en veux une. Ça va être ça mon achat. Mais après ça, quand t'es portes, c'est sûr que tu as tendance à... Tu es avec des amis, whatever, tu as des lunettes que personne n'a jamais vues. Exact. De vouloir en parler. C'est quoi Brave, whatever. Ça, mais écoute, je suis content de mon achat. Ouais, exactement. Ah, mais c'est vraiment cool. Ouais. Très nice. Fait que tu as travaillé dans le milieu du cinéma de la pub, un bon bout. Qu'est-ce qui t'amène à 2016 où là, on part une compagnie? C'est un mélange de plein de choses. C'est pas arrivé genre aujourd'hui ou même dans le temps quand je l'ai parti, j'ai fait « Ah, OK, c'est bon ». C'est un mélange de plusieurs choses. Je pense que j'étais, à ce moment-là, puis pourtant, je travaille encore dans le domaine, mais on dirait que peut-être d'avoir 2 projets, ça a comme diminué cet état d'âme intérieur. Mais quand on est créatif, on a le goût de faire un peu nos choses aussi. Puis en plus d'être entrepreneur, on a le goût de faire nos propres projets. Puis en publicité, mettons, je le dis de même, mais en même temps, je le remercie parce que c'est ça qui paye plein de choses. Mais j'étais tanné de faire des pubs de yogourt, de faire c'est très, très bon. Puis tout le monde un peu sur le set est comme, pas qu'on s'en fout, mais c'est ça. Ben, un peu. donc, moi, à ce moment-là aussi, j'ai vécu une séparation qui, à ce moment-là, quand tu vis de 20 à 27 ans avec quelqu'un, c'est quand même un 7 ans que tu penses, bon, ça s'investit, tout ça, puis finalement, ça se termine. Donc, c'était comme peut-être un cliché, mais là, à ce moment-là, j'ai comme une crise de quarantaine à 27 ans. Puis là, j'ai comme vraiment... Midlife crisis, mais à 27 ans. J'ai décidé de faire plein d'affaires, puis c'est comme ça que le nom, après ça, il est ressorti. Mais tu sais, tous les permis, là, je veux dire, que ce soit permis de moto, je veux dire, sauter en parachute, je veux dire, permis de parachute, m'acheter un kayak, voyager, apprendre le surf, cours de plongée. Je vis à 100%. C'est ça, là, cours dans ma feu, etc. J'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que j'ai plein d'amis de gars, il y en a qui se séparent, il y en a qui se séparent pas, et tout. Puis, tu sais, ceux que je sépare, qui se séparent, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que, genre, leur mindset, ça va être... Je veux devenir à 100, la version de moi, genre 100%, comme la meilleure version de moi. Il y en a que c'est pour prouver la prochaine personne. Puis il y en a d'autres que c'est pour prouver à l'ancienne personne. Oui, c'est ça. Donc, dans les deux, je sais pas si c'est bon, si on va se prouver à soi-même. C'est ça. C'est un peu tough. Toi, c'était ça, mettons, tu voulais comme te retrouver ou... je pense que c'était me retrouver parce que, à un moment donné, peut-être tu te sens perdu dans tout ça. Là, puis c'était peut-être un clash, etc. Donc, ça m'a vraiment permis de redécouvrir aussi. Parce que j'ai eu un down aussi, comment je pourrais dire, une séparation avec ma job aussi. Parce que j'étais comme, c'est-tu vrai que je m'embarque dans d'autres choses quand j'ai toujours dit à tout le monde, genre, crois en tes rêves, va de l'avant, etc., pour réaliser que c'était pas nécessairement ce que je faisais, donc soit filmé, qui me dérangeait, c'était peut-être l'environnement. Puis là, aujourd'hui, tu sais, j'ai créé Brave, mais c'est parce que je l'ai créé en me disant, j'aime ça l'aventure, j'aime ça l'inconnu, j'aime ça ce qui est un peu adrénaline ou quoi que ce soit, mais j'aime ça transmettre un message, une philosophie. Puis j'aime ça le branding. Donc, à un moment donné, tu sais, bon, à force d'écrire ça dans ton livre, puis de nanana, ça se passe. À un moment donné, là, ça m'a comme ouvert l'esprit. Parce que aussi, bon, j'ai une passion pour les lunettes. Puis là, j'ai commencé à, OK, attends un peu.
Parce qu'au début, même, c'était comment je vais juste vendre des lunettes un peu comme ce que les gens pourraient faire, acheter sur Alibaba, mettre un logo dessus, puis les vendre. Après ça, j'ai comme, même ça, c'est comme soulless, il n'y a pas d'âme en arrière de tout ça. Puis surtout que là, tu étais comme en train de renaître. Là. Ça serait comme plate que ce soit juste qui sort de tes réflexions de comme, je vais commander 500 lunettes en Chine. Puis, Exact. Donc là, puis je reviens souvent, si je suis pour vendre du papier de toilette, je vais vendre ça à la place. Là, c'est peut-être plus facile, là, ou whatever, il n'y a rien de facile, mais en voulant dire, je vais pas me péter, on va pas se péter la tête à trouver tout ça. Donc, puis le nom est sorti au début, il n'y avait pas de nom, mais un de nos designers à ce moment-là, lui il faisait du kayak puis tout ça, puis comme j'avais une liste, puis il était comme ouais, mais ça, Brave Vision va avec tout ce que tu vis là aussi, puis j'étais comme ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis après, c'est vraiment la philosophie de be brave enough to fulfill your vision. Donc, soit c'est brave pour réaliser tes rêves, parce que t'as beau être brave, mais si t'as pas de vision non plus, tu vas nulle part. C'est juste, hey, c'est beau, je suis brave, t'as pas de vision, mais si t'as une vision et t'es pas brave, tu fais pas ce que tu voulais faire non plus. Ouais. Donc, le mot est quand même puissant, puis la philosophie est là en arrière, puis la déformation professionnelle aussi fait que sur notre site, c'est pas tant montrer de l'avant, mais c'est important pour nous de le faire. Mais c'est des courts documentaires de gens qui font des choses incroyables. C'est pas nécessairement quelqu'un qui monte l'Everest, même si c'est rendu un ami avec à moi. Vos lunettes, j'imagine? Oui. Mais en voulant dire, c'est de raconter ces histoires-là. Parce qu'il y a du monde qui, je trouve, qui vivent plein de choses comme des entrepreneurs, qui vivent plein de choses extraordinaires ou qui font des choses extraordinaires, mais qu'on n'en parle pas parce que c'est pas cool d'en parler. Puis ça fait partie d'une vision de pouvoir transmettre d'autres mondes qui font des choses qui se disent « Moi, je vais faire ça. » Moi, je vais traverser le Canada à la course. Ou moi, je vais inventer une nouvelle affaire. Ou moi, je travaille au front, je sais pas moi, peu importe. En Ukraine. Ouais. Ces gens-là, je trouve que, oui, mais ça prend quand même une structure, ça prend du temps à faire, donc on n'en fait pas tout le temps. Mais ce serait quelque chose que, éventuellement, parce que j'aime ça aussi, raconter ces histoires-là, c'est ça qui inspire, je pense. Ça merge bien aussi tes deux passions, si on veut. Là. Si la compagnie Brave devient assez grosse pour financer des short documentaries qui deviennent aussi de la pub pour Brave, mais elle veut pas toutes les toutes là. Un peu, puis ça, c'est comme une autre structure de... pour l'instant, on y va quand même, genre Facebook, je te vends une lunette, mais quand tu regardes les Red Bull de ce monde, il n'y a pas de publicité qui dit ça, c'est très, très bon. Non, ils te montrent d'autres choses, que l'univers appartient à ça. C'est incroyable, Red Bull, ce qu'ils ont fait quand on y pense. Oui, c'est vraiment... Ils ne te vendent pas le drink. Là. Ils disent pas que c'est l'identité bon, qu'ils te vendent. C'est l'idée derrière Red Bull. Puis il y en a d'autres qui essaient de le faire dans les boissons énergisantes. Monster, ils vont... Le Monster aussi. Tu vois que c'est vraiment très catégorisé, mettons. Puis ça fonctionne bien dans un sens. Moi, je ne vais pas l'acheter parce que ça ne me représente pas. Mais dans ce groupe-là d'acheteurs... C'est là. Donc, en tout cas, ça, c'est une forme justement de publicité. Que les gens, on aime ça s'attacher à des groupes. C'est pas rien qu'il y a des groupes Facebook. Dans le temps, t'es-tu emo ou t'es skater? Le sentiment d'appartenance, c'est important. Le sentiment d'appartenance est important. Puis ça se grandit. On a beau vouloir dire, c'est les gens qui conduisent des motos puis qui conduisent des Jeeps qui vont porter ça. Mais après ça, c'est pas nous autres qui... C'est pas vous qui décidez. Non, c'est pas nous autres qui décident. Comme... tu vois, même moi, je pensais m'en acheter une pour faire du vélo au final. Fait qu'on voit que j'étais pas la clientèle type qui fait de la moto. J'en fais un petit peu d'ailleurs. Mais j'ai envie de parler un petit peu plus de effleurer le fait que t'aimes l'adrénaline puis les sports extrêmes. T'en as parlé un peu. Veux-tu me parler de ça? Est-ce que ça a pris une grosse place dans ta vie pendant longtemps ou ça a été plus un trip très short puis là, t'es passé à autre chose? Ça a été un trip très short. Je suis pas passé à autre chose que je réalise que j'aime ça vivre des expériences, en fait. Donc, quand j'ai fait, mettons, mon cours, que ce soit même de moto ou de parachute, puis de faire après ça plusieurs solos, c'est de voir que, OK, je suis tellement habitué d'apprendre ce que j'apprends au quotidien, je suis autodidacte, puis bon, la majorité de mes journées, je clique sur une souris. Donc, à un moment donné, tous les moments où tu n'es plus en train de réfléchir, puis je l'appelle genre, tu es dans deux zones. Ça, des fois, je l'ai justement en shooting ou des fois, quand c'est vraiment moi qui ai la caméra, puis c'est un peu genre, je suis sur un voilier, puis je suis en train de pencher comme ça pour prendre la photo, mais ça se peut que je tombe à l'eau, pour moi, ça, c'est cette adrénaline-là. Je pense à rien d'autre que ce moment-là. Donc, je pense que c'est plus des expériences que je souhaite vivre. Qui te ramènent dans cette zone-là. Oui, qui me ramènent dans cette zone-là. Donc, généralement, en tournage, je suis capable de le retrouver, mais c'est pour ça que peut-être que c'était mon down, à un moment donné, comme quand tu fais des choses qui t'épanouissent moins, puis c'est super long la journée, puis toute la journée, t'as filmé, genre, un verre qui tourne. À un moment donné, c'est comme, j'aime ma job, c'est le fun, je suis quand même chanceux d'être là, mais c'est pas ça qui vient comme allumer le feu à l'intérieur. Donc, je pense que c'est ces expériences-là qui font que... Je pense que j'ai vécu un petit peu la même chose que toi, peut-être à différents niveaux, là, mais quand je faisais de la création de contenu, moi, c'était vraiment la photo, mon thing. Puis, je me rappelle les
peut-être 4-5 premières années que j'en ai faites, j'avais l'impression d'être un usurpateur parce que j'étais comme, hey, je suis tellement chanceux de faire ça, j'en reviens pas. Pour moi, c'est pas une job. Là. Je suis sur place, je prends des photos. Le monde, il me disait, ah, on aime ton style, on veut t'engager. J'avais un beau feedback. Mais moi, quand j'étais sur place, j'étais comme, c'est impossible qu'en ce moment, je fasse le salaire que je fais à prendre des photos. Je regarde mes amis qui étudient en ingénierie, en médecine, whatever, ils se fendent en 4. Moi, j'ai juste du fun. Mais est arrivé le point à un moment donné où là, je faisais des photos corporatives et tout parce que tu acceptes quand c'est payant. J'ai fait des shoots corporatifs dans l'événementiel. Puis là, je me rappelle des soirées, là, être rendu tellement dans mes pantoufles, puis savoir exactement quand cliquer, où aller, où me positionner, quelle lumière je veux, comment mettre mon flash, que là, justement, la zone, je l'atteignais plus. J'étais juste comme devenu un peu... Un robot rouge. J'étais plus présent. Là, je pensais, en fait, au moment où j'allais finir. Puis quand j'ai commencé à avoir ce feeling-là, j'étais comme... c'est pas pour ça que j'ai commencé à faire ça. Moi, c'est le côté entrepreneurial qui me faisait triper au final. Puis je me rends compte que l'action précise de prendre des photos, au final, j'aime ça prendre encore... créer du contenu pour moi. Maintenant, je trouve ça le fun quand c'est parsemé. Mais quand c'était rendu un automatisme... c'est là que, complètement décroché. C'est un peu le même principe, je pense, avec les lunettes, où je pense n'importe quelle entreprise, souvent, ils disent c'est quoi la philosophie de l'entreprise, de ne pas l'oublier, parce que ça a été créé pour une raison. Puis si à un moment donné, si tu perds cette raison-là, ben là, tu perds, comme tu dis, le pourquoi tu le fais. Donc, des fois, c'est comme toujours de reassess, de dire, ton why, je prends une pause, de faire, OK, ça, il faut que ça reste, parce que c'est aussi ça qui t'a permis de te démarquer à la source. Parce qu'après ça, quand ça vient tout un automatisme, ben, tu perds ton énergie. Tu dis, regarde, ça se vend, on va faire ça. Puis là, c'est on repeat. Puis à un moment donné, ça marche plus. Puis, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est comme, c'est ça. C'est comme une énergie, c'est ton âme, c'est ton... Très cool. Fait que ça a été une période quand même short au final où là, tu t'es dit, j'essaye plein d'affaires, c'est post-break-up, j'ai envie de me redécouvrir. Ça s'est passé genre en 3 ans. L'espace de 3 ans, j'ai comme fait plein d'affaires. Mais mettons, une très intense. Puis après ça, l'autre, c'était comme, OK, je développe un produit, mais tant qu'à développer aussi, j'avais comme un peu... whatever, là, cette énergie-là. Puis ton cousin, avais-tu déjà fini avec sa compagnie dans l'Ouest? Non, à ce moment-là, il continuait à travailler aussi là-bas. Donc, c'est sûr que ça n'a pas nécessairement été évident, pas nécessairement pour moi, mais pour nous, parce que le meilleur, c'est quand on est là comme à temps plein. Mais ce qui était bon, c'est que lui, il est saisonnier, donc l'hiver, il revenait. Donc là, lui, il était pas mal temps plein là-dessus. Avec moi, là, pour comme essayer de soulever ça. Parce que quand on essaie de bâtir des choses, c'est comme... on peut pas mettre comme 1 heure par semaine. Ça marche pas. Mais c'est juste comme ça dépend. Comme, ça aussi, c'est une bonne analogie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut y arriver vite. Là. C'est plus on court des marathons. C'est pas let's go, là, t'as fini, là, puis let's go, on est millionnaire, là, puis tout le monde s'imagine ça. Là. Achète ça. Puis moi, ça me fascine d'avoir combien de publications qui disent moi, je fais 50 000 par mois à vendre des affaires Amazon. C'est comme, attends un peu, là, comme, oui. On dirait que ça a flotté les réseaux sociaux, ces affaires-là. Les cours en ligne, là, puis là, je fais ça, puis c'est comme, OK. Mais la réalité, c'est que, comme, ça prend, il y a peut-être comme une histoire de. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a gagné la loto au final. Là, mais ça arrive. On s'entend, là, moi, puis toi. La grande majorité des gens qui se lancent des Amazon Storefront, près de quelques mois finis, c'est après moi. Là, entre autres, mais aussi parce que c'est un peu. En tout cas, on divague un peu, mais c'est un peu comme. Les gens se posent pas la bonne question. Ils sont juste genre, moi, je veux faire de l'argent. Okay? C'est un point. En étant business, on veut faire de l'argent, mais ce qui te fait rouler tous les jours, là, c'est ce feu-là intérieur de faire, OK, là, ça va mal, mais qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. Sinon, tu fais juste faire, hey, ça marche pas, puis après 6 mois, tu fais justement, je mets ça aux poubelles. Il faut que la source soit, t'as comme un but précis, tu as quelque chose que t'aimes ça faire l'immobilier, que tu veux comme informer les gens, on te regarde, puis on dit, OK, lui, il nous dit ça, OK, c'est comme ça que ça se passe, puis OK, finalement ça, ou il y a comme... T'as un willingness, t'as quelque chose à l'intérieur de toi qui fait, sinon tu ferais pas ça. C'est ça, puis c'est probablement ça qui est vicieux dans ce qui est vendu en ligne. Là. J'ai l'impression que ces formations-là, puis ces vidéos-là, puis c'est drôle parce qu'il y avait un article dans le Journal de Montréal que je sais pas pourquoi, je lis pas le Journal de Montréal, mais c'était sur mon Facebook, ou en tout cas, je l'ai vu passer, là, il parlait justement des influenceurs qui ont des chaînes spécifiquement pour vendre des formations, les Corey Albert de ce monde et tout. Puis, moi, personnellement, je trouve qu'est-ce qui est triste, c'est que souvent, ces gens-là, ils vendent, puis ils s'adressent à du monde
que ça va pas bien. Non, puis c'est comme, je veux tout faire pour m'en sortir puis faire de l'argent vite. Puis tout ce qui m'intéresse, c'est le cash au final. Mais quand tu parles à des entrepreneurs, mettons, moi, là, au Club Nordique, il n'y a jamais personne à qui j'ai parlé dans tous les entrepreneurs qui sont là que la première affaire qui me parle, c'est le monétaire. Non. Tout le monde parle juste de comme, hey, j'ai une obsession c'est ça, avec telle affaire, puis je veux tout faire ce qui est en mon pouvoir pour que ça fonctionne. Puis après ça, les sous viennent en conséquence de ce qui t'intéresse puis ce qui te passionne. Mais le vendre puis le marchandiser dans l'autre sens, je trouve que c'est comme unfair, puis tu sais, j'y crois pas, moi, que les gens sortent de ces formations-là puis ils deviennent c'est ça. Ben, super successful là-dedans. Là. Ça reste effectivement tous ceux qui sont au club puis d'avoir jasé un peu avec. C'est, comme tu dis, c'est le feu, c'est une obsession parce qu'ils croient en quelque chose. Donc, mettons, ils ont développé un nouveau produit, peu importe. Puis les autres disent, moi, c'est comme ça que je le vois, puis ça devrait être de cette façon-là, puis pour telle raison, puis j'ai apporté ça, peu importe là, c'est quoi les specs, l'éco, whatever. Mais je veux dire, au final, ils ont cette obsession-là, puis c'est aussi de le présenter que là, c'est comme on disait tantôt, c'est un échange de valeurs. Là, qu'on fait, OK, là, je comprends pourquoi. OK, puis là, tu as le goût de l'acheter. Puis c'est pas juste genre, parce qu'à l'inverse, c'est comme, tu vends une autre affaire que tout le monde a vendue déjà, pourquoi j'achèterais plus le tien? Donc, il faut aussi que tu te démarques. Donc, c'est sûr qu'il y a un découragement. Là. Donc, puis c'est ce spécial-là que les gens, ben c'est sûr, tu te poses les bonnes questions. Puis t'es-tu vraiment aussi un entrepreneur? Puis ça, on est tous des bébites, là, tu sais. On n'est pas des êtres humains normaux en planté, on n'est pas plus spécial, mais on a le goût de travailler. On a plus tous la même maladie. Oui, c'est ça. C'est cette obsession-là qui nous fait travailler tant d'heures. Puis si tu le fais, c'est parce que tu as le goût de le faire. Oui, des fois, tu fais, OK, là, à soir, j'aimerais ça plus relaxer, mais il faut quand même que je goal plus. Je pense des fois, c'est juste notre corps ne peut pas supporter ce nombre d'heures-là de travail puis la pression qu'on se met par nous-mêmes. Je pense qu'on est tous un peu TDA. Puis c'est drôle. J'en parlais avec... ça fait 2 fois que je la nomme là, dans les épisodes, mais j'en parlais avec Camille Blouin, qui est au club puis qui est psychologue. Puis une des premières choses qu'elle a demandé à ma blonde, puis moi, j'étais pas là dans cette discussion-là, mais elle était comme « Hey, Bastien, est-ce que ça fait longtemps qu'il sait qu'il est comme TDA hyperactif, tu sais? » Puis moi... Aucune idée, là, j'ai jamais comme consulté par rapport à ça ou quoi que ce soit. Mais c'est une des premières choses qu'elle a dit à ma blonde. Puis elle est comme, tu sais, pour avoir autant de projets, puis que ton esprit est comme un peu tout le temps en train de penser à genre what's next, puis comment j'optimise ça. Puis, OK, moi là, il n'y a pas une fois que je rencontre un entrepreneur comme toi que je suis pas en train de me demander de comment je préfère des affaires avec vous, genre. Je comprends. Ben oui, c'est automatique. Je suis comme, OK, mais peut-être que si on rentre, on se ponctue un local commercial, whatever. J'amène mon monde, là, au final. C'est une switch d'opportunité. Je pense qu'elle exactement. Est là, puis là, on fait comme, OK, puis c'est pas nécessairement, c'est ça, c'est comme... Là, ça crée des nouvelles affaires, des nouveaux projets, des nouvelles choses, mais ça peut être fatigant au final. Ça peut être demandant, puis justement, ça fait que des fois, moi, en tout cas, ma conjointe est vraiment pas de même. Elle est capable d'accomplir plein d'affaires, mais c'est quelqu'un de vraiment plus terre à terre. Puis, tu sais, elle préfère justement avoir un horaire qui fait plus de bon sens, de prioriser son bien-être, puis de faire attention à elle. 100%. Puis moi, je suis content d'avoir quelqu'un de même dans la vie. Parce elle me ramène. Justement, pendant un bout, je faisais de la méditation matin et soir. Là, j'avais lu un livre que je te recommanderais. Ça s'appelle le Strength in Stillness, genre la force dans le calme, là, si on veut. Puis c'est un gars qui est spécialisé dans la méditation transcendantale. Puis c'est un type de méditation que ça prend 20 minutes le faire, puis tu fais matin et soir tout le temps. Puis ça se différencie pour plein de raisons que je ne vais pas trop rentrer là-dedans que d'autres sortes de méditation, yogi et tout. Là. Mais tu peux le faire n'importe où, dans ton char, peu importe. Puis, tu sais, dans le livre, il parle de beaucoup de grands entrepreneurs, mais aussi des athlètes, des comédiens, Jerry Seinfeld et tout, qu'eux sont adeptes de ça. Puis lui, dans le fond, il a formé ces gens-là à faire ça. Puis, il y a eu plein d'études, je pense, c'est genre Stanford ou Harvard, qui ont fait des études sur ce type de méditation-là. Puis c'était comme, en 20 minutes de méditation, tu vas chercher le niveau d'énergie que tu vas chercher dans une sieste de comme 3-4 heures. Tu te sens plus revigoré après ça. Puis pendant un bout, étant donné que genre j'étais un peu dans la performance, puis j'étais comme je vais optimiser mes journées. Puis je l'ai essayé, puis là, malheureusement, j'ai comme perdu l'habitude, là, mais j'ai fait pendant 1 an, je pense, puis la période que je l'ai fait, là,
c'est quand même incroyable de prendre ces petits moments-là, oui, tout à fait. sortir du bruit un peu, sortir de nos écrans, de l'ordi, puis se dire comme, hey, je prends 20 minutes, là, c'est correct, là, comme 20 minutes dans une journée, pour juste comme être avec moi-même, refaire le point. Puis après ça, tu sors de là, c'est comme si tu te sens comme. Okay. C'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment, en tout cas, étant entrepreneur, c'est contre-intuitif parce que tu dis, ben, je peux pas prendre de temps, j'en ai pas. Sauf que de reculer, prendre une pause va t'amener bien plus loin que de faire tout. Puis là, justement, moi, j'en fais part. De faire, OK, j'ai même pas le temps de manger, let's go, clic, clic, là. Puis là, tu vas vite, puis tu fais tout plein d'affaires. Mais au final, tu es fatigué, tu t'épuises. Puis donc. Puis ton acuité mentale est plus là. Exact. Donc, tu sais, cette 20 minutes-là, moi, ce qui m'a frappé aussi, j'ai commencé parce que j'étais comme dans un gros down de dépression il n'y a pas très longtemps. Puis, ce qui m'a aidé, c'est faire 15 minutes de course. Bon, c'est pas donné pour tout le monde de faire de la course, mais je me suis dit, si j'ai pas 15 minutes dans ma journée, c'est comme ça va pas. Là. Ça marche pas. Ça marche pas. Là. Donc là, c'était le matin, puis ça m'a aidé justement, là, comme dans les premières choses que tu fais le matin, tu t'en vas courir. Là, tu reviens, tu es vraiment énergisé. Je prenais le temps juste à faire tu respires mieux. Merci, là. Juste de prendre le temps d'être reconnaissant pour tout ce que tu as là, parce que souvent, on est toujours dans ce qu'on veut avoir. Donc là, on l'a pas, donc on est déçu. Donc, tu prends pas le temps de juste... Il y a quand même des choses, là, ici, la vie, tout ça, j'ai des mains, tu sais, comme... Puis d'avoir couru, là. Ouais. 100%. Mettre ça ensemble, ça va vraiment faire du bien. 100%, puis c'est une discussion que j'ai quand même souvent avec ma conjointe parce que les deux, on se projette beaucoup. Puis moi, effectivement, je suis beaucoup dans le... J'ai hâte que... Puis c'est normal, ouais, puis on a des goals, puis OK, si on fait telle affaire, ça va nous amener ça. Mais... je trouve, puis je sais pas si c'était comme moi là-dessus, mais moi, je suis rarement capable de me dire qu'est-ce que je voulais il y a 3 ans, puis que je me mettais comme but. Ouais. Puis souvent, j'ai réussi à les atteindre, ces buts-là. Ouais. Mais une fois que je suis dedans, tu le vois c'est tout le temps le prochain, puis je le ressens pas, cette affaire-là. J'ai bien de la misère à m'arrêter dans le moment présent, puis juste être justement grateful de ce qui m'arrive, de comme... tu sais, il y a 5 ans, mon premier défi, c'était d'acheter ma première maison. Puis là, je l'ai acheté. Puis là, même, on est rendu qu'on a des duplex, moi et ma blonde, puis qu'on a investi en immobilier. Parce qu'une fois que j'ai eu ma maison, je me suis dit, le prochain défi, c'est ça. Puis là, maintenant, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Mais là, je suis rendu, j'habite chez nous, puis que je me sens bien chez nous, mais je suis jamais là en train de me dire, hey, rappelle-toi du petit gars qui voulait avoir une maison, sa première maison, puis que tu travaillais en malade, puis tu ne dépensais pas, puis blablabla. Puis j'ai bien de la misère, moi, à me ramener. Puis des fois, ça me fait peur, parce que je suis comme, hey, un jour, je vais avoir 70 ans. Puis toute ma vie, ça va être... Plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vraiment une balance parce qu'on est fait comme ça, on est entrepreneur, on veut accomplir des choses. Donc là, c'est sûr qu'on veut en faire comme plus et faire avancer. Donc ça fait avancer whatever ce qu'on décide de promouvoir dans un sens. Mais je pense qu'effectivement, puis même dernièrement, là, je veux dire, il y a tellement longtemps, justement, dans tout le processus de création de lunettes, pendant, voulant dire, avant même qu'on commence à en vendre, donc, mettons, en 2016 et 2020, le nombre de fois, je me suis dit, je peux-tu juste en vendre, t'sais? Mais là, mettons, aujourd'hui, là, quand on a des rushs, puis qu'il faut emballer des paquets, puis qu'il y a des customer support, puis là, t'es comme tout de suite dans le... tu sais, comme... je suis brûlé, mais tu t'es souhaité ça. Tu souhaites ça depuis 5 ans. C'est ça, des fois, on dit, ben, tu es content d'autres ventes, là, tu sais, puis là, ça se fait sur ton... la montre, elle allume à chaque fois, ouais. Tu sais, puis là, t'as plus le même sourire qu'au début, comme, il y a des ventes, puis là, tu t'en vas tout de suite les abaler, donc il faut vraiment, comme tu dis, prendre le temps de faire, attends un peu, là, aujourd'hui, je suis en train de faire ça, on est en train de, OK, c'est vrai. C'était effectivement un moment que je me suis souhaité. Mais là, comme parce que la vie arrive aussi d'une autre façon, là, ça donne que je suis dans le jus pour d'autres choses, etc. J'ai comme moins le temps. Donc là, ça fait comme si c'était un défaut, tu sais. Mais c'était à la source, c'était ça que tu voulais. Tu voulais être dans le jus, tu voulais en vendre, tu voulais que ça se passe. 100%. Que c'est vraiment un... J'ai comme réalisé qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. C'est plus genre, il faut que tu prennes tous ces moments-là pour faire genre, OK, là, aujourd'hui, c'est un win. Il faut célébrer ces wins-là parce que sinon, tu n'arrives jamais à un point final. Puis moi, ça m'avait vraiment downé. Mais pour réaliser qu'il n'y a jamais un moment où on arrive comme entrepreneur à faire genre, tout est fait. Tout va être fait quand je pense que ça va être la quote. Ça va être la quote du podcast. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Mais comme ça peut être vu d'une façon triste et angoissante. C'est pour ça, mais aussi quand tu le réalises, moi je pense que ça peut être vraiment positif parce que justement le remettre au lendemain puis de penser que ça va être mieux dans 2 ans puis que quand je vais avoir atteint ça va être mieux. It's never gonna happen. Fait que c'est juste comme faites ton mieux.
Puis, tu sais, fais-les avec passion, mais prends le temps, justement, d'apprécier. Ça, je pense que c'est juste un message à la vie aussi, parce qu'il y a bien du monde aussi qui vont s'imaginer, ben OK, là, je vais avoir une maison, je vais être heureux. Après ça, je vais me marier, je vais être heureux. Après ça, je vais avoir un enfant, je vais être heureux. Mais comme ces moments-là, c'est pas, ça va durer la journée là, que tu as acheté ta maison. Là. Mais après ça, ça passe. Là. Donc, si tu attends toujours au prochain step, l'affaire, c'est que ça arrive jamais. Là, donc... c'est fou. Souvent, ça m'arrive d'avoir des clients qui vendent leur maison bord de lac ou avec une vue, là, une super vue que moi, quand j'arrive, je suis comme hey, tabarouette! Ils devaient avoir des plus belles vues des Laurentides, incroyables. Puis souvent, là, le commentaire qui me revient, c'est genre on s'habitue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On l'oublie. Puis ça aussi, là, c'est un autre truc de comme... Au final, là, l'humain, on est fait de même. Là. À chaque fois que c'est ça, on atteint un point, on l'a voulu, tu sais, la maison avec la belle vue, là, on l'a voulu longtemps, puis finalement, tu arrives à un point que tu es capable. Les premières semaines, là, tu prends ton café, là. I made it, puis comme c'est le fun. Mais quand ça fait 3 ans, puis je pense que c'est aussi quelque chose qui, moi, cette réalisation-là m'a fait remettre en question d'autres choses dans ma vie j'ai souvent tendance justement à me dire le bonheur passe par telle affaire que je vais avoir, genre une moto, je trippe sur les autos antiques, j'aimerais ça avoir une auto antique, ou justement j'aimerais ça habiter sur le bord d'un lac, je pourrais aller nager le matin et tout. Puis c'est correct dans le sens, tu sais, je suis pas non plus quelqu'un qui pense qu'on devrait tout vivre en simplicité volontaire, là, je trouve ça cool, il y a des projets trippants, mais souvent, quand je finis par les avoir, c'est un trip. Tu sais, les motos, j'en ai eu. Puis après une coupe de ride dans mon été, là, j'étais comme, finalement, j'ai le goût de faire du vélo. Fait que là, la moto, elle prenait un peu le côté. Il y a tout ça qu'il faut apprendre à gérer. Puis au final, ce qui nous fait réaliser, c'est que le bonheur provient d'ailleurs. Là, ce sentiment-là, il est en dedans. Puis c'est plus relié au bien-être. Puis le monde avec qui tu passes du temps. Puis vraiment. Puis ça revient un peu... Tout ce que je dis quand je suis dans ma zone, mais tu sais, les expériences, ben ça, c'est des souvenirs 100%. Qui restent gravés à l'intérieur de toi. Donc, c'est comme tout ça un peu que je trippe. Puis, c'est quoi qui a été le déclic entre 2016 à 2020 où c'était quand même plus en développement, si on veut, puis là, on se met à vendre des lunettes? C'était quand il y avait quand même une réalisation que, bon, l'impression 3D, ça se fera pas. OK, ça a été ça vraiment. Oui, puis là... après ça, on était à la recherche de manufacture. Puis ça aussi, c'était assez laborieux, qui était comme un autre, tu sais, je sais pas exactement les années, mais mettons qu'on dit ça nous a pris, mettons, 1 an là, pour vraiment trouver quelqu'un. L'industrie de la lunette, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme un conglomérat. Donc, c'est, mettons, Safilo, Luxottica, puis t'en as d'autres, là, qui détiennent toutes les marques. Donc, quand tu vas dans un Sunglass Set, que ce soit Ray-Ban, Oakley, ou tu peux toutes les nommer, la personne a la même compagnie au final. Donc, rentrer le barrier of entry pour faire des lunettes, on parle de lunettes là, designer comme que nous, on dessine de A à Z, on choisit les matériaux et tout ça, là, pas du Alibaba où tu fais juste mettre ton logo. Là. Pour rentrer dans ce domaine-là, ces autres contrôlent pas mal tout. Puis bon, évidemment, il y en a plus des indépendants, des manufactures, mais ça se Google pas. C'est pas comme manufacture de lunettes soleil. Peut-être un peu plus aujourd'hui, mais dans le temps... faut que tu les trouves. Oui, il faut que tu les trouves. Puis encore là, comment tu les trouves? Donc là, nous, c'était tout comme une... OK, attends un peu. Là, on a peut-être un lien là, mais on va demander à lui, OK, on a un lien pour les lenses, mais peut-être que les lenses, eux autres, peuvent nous donner un contact de manufacture. Puis là, on a cogné à plusieurs portes, essayé des choses. Puis après ça, c'est aussi, t'es pas là-bas, là, t'es pas chez eux. Donc, niveau communication, délai, etc. Donc, on a fait faire des samples. Donc, tout ce processus-là était long pour finalement trouver... en fait, mon cousin est allé à Mido, qui est comme qui est en Italie, qui est une grosse exposition là, de juste comme du monde de la lunette. Tout le monde se retrouve là-bas, puis là, il a serré les mains, tout ça, échangé des cartes. Des fois, justement, c'était comment vous êtes trop petit, on ne peut pas vous prendre, ou vous êtes qui, ou, parce qu'eux autres aussi, ils ne veulent pas juste produire, même si tu donnes l'argent, les autres, comme, je sais pas, là, c'est pas. Moi, il faut que c'est une grosse production, grosse production, peu importe. Donc c'est ça, à ce moment-là, il a rencontré des Japonais qui, eux autres, il n'y avait pas de marché au Canada, donc c'était vraiment un bon fit. Puis spécialement pour nous, là, c'est tout le souci du détail, c'est des éditions limitées, etc., numérotées. Donc pour nous, c'était quand même un excellent fit. Puis c'est comme ça, mais tout ce processus-là a quand même été long. Donc c'est ça, ça a vraiment fait partie. Puis là, une fois qu'on les a, t'es comme, OK, cool, on les a. En même temps, on est comme un peu... dans le domaine aussi, quand tu les fais, là, c'est que, dans le fond, c'est une plaquette d'acétate qui est découpé à la CNC, puis après ça, tu choisis tes lenses, puis il y a du métal aussi là, qui se retrouve un peu partout, des accents de métal. Eux autres te font pas une paire puis disent « Hey, est-ce que ça te convient? » Eux autres sont habitués dans le domaine que tu as choisi tes matériaux, puis tout ça, c'est quand même peut-être un peu comme construire une maison où
c'est comme ce que tu as choisi, c'est ce que tu vas recevoir, mais on t'envoie pas 8 samples pour que. Parce que il faut que tu commandes des matériaux en lot, là. C'est pas juste une feuille. Donc, ils peuvent t'en faire des fois, tout est noir, tout est comme juste imagine-toi le reste. Parce qu'ils utilisent du retail, d'autres choses. Des retails ou d'autres choses. Donc, pour nous autres, au début, étant pas habitués, on était comme. Tu sais, parce que là, tu mets ton argent là-dedans, puis t'es comme tu regardes. Tu t'agences ça ensemble, là, puis tu fais ça devrait être pas pire. Mais là, au fur et à mesure d'en faire, là, tu commences à comprendre les processus, etc. Aussi le temps, le délai, nous, ça nous prend à peu près comme 6 à 7 mois à produire une lunette. Donc, ça aussi, c'est une réalité de production, puis que les gens ne pensent pas. Souvent, ils sont comme, ben là, t'es hors de stock encore. T'es comme, ben oui, mais ça, si tu veux un produit comme le mien, c'est ce qui arrive. Un autre tantôt, peut-être qu'on va avoir comme 8 productions qui vont rouler en même temps, une qui va sortir dans 6 mois, l'autre qui est là, qui sort, puis etc. Mais pour l'instant, c'est pas exactement ça, mais ça reste que c'est des choix que nous, on décide de prendre aussi. Là, parce que aussi, vous décidez, sont toutes made in Japan? Oui. Okay. Puis là, on cherche quand même, il y a comme d'autres opportunités aussi ailleurs, parce que des fois, selon, tout monte aussi, là, comme coût, en Asie ou en tout cas. Donc, c'est vraiment, on est toujours, c'est ça comme on disait tantôt, un peu comme d'être complaisant, c'est que même s'il y a quelque chose qui fonctionne, ça ne veut pas dire nécessairement que il ne faut pas que tu continues à évoluer. Tu t'agrémentes ton toolbox de d'autres choses. Donc, il faut toujours un peu être en questionnement de comme, OK, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Offrir ça aussi différemment pour le consommateur. Parce que nous, on a beau connaître toutes les specs. Au final, ces gens-là, c'est normal. Ils ne sont pas dans le domaine, ils ne le comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner la même valeur, mais peut-être d'une façon différente, construire différemment ou enlever certains features ou comme. Tout ça, ça reste la création. Est-ce que, long term, disons, là, chez Brave, est-ce que l'idée, c'est de vraiment continuer à focusser sur ce genre de lunettes-là comme, pas plus bulky, mais genre justement des lunettes de design, ou vous aimeriez ça développer d'autres branches comme justement, je te parlais des lunettes de vélo, des lunettes de sport, ou même comme plus vintage, genre comme les Ray-Ban? Comment vous te situez dans ta tête par rapport à ça? Pour l'instant, on est pas mal dans cette technique-là, mettons, de manufacture. Ce qui est sport, si c'est pour arriver, parce que, bon, pour clarifier un peu, on a un look sportif, mais c'est plus comment je pourrais dire? C'est un look sportif, mais c'est plus un objet de luxe, entre guillemets. En voulant dire, tu ne les portes pas pour aller courir. Je peux le faire. C'est juste pas optimisé pour ça. C'est pas la même technologie. Quand tu dis, mettons, une eau clé, c'est du plastique injecté. Donc, c'est plus léger. Il y a d'autres propriétés. Donc, c'est vraiment comme un peu genre deux mondes. Si on est pour aller là-dedans, ça va vraiment être un point où, on va avoir le goût aussi. Mais c'est comme se remettre sur la table à dessin puis de recommencer aussi le processus parce que c'est comme un peu un autre monde. Pas totalement, mais c'est de dire, OK, là, c'est une autre technologie, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on fait pour? Donc, ça, c'est comme on a le goût de revamper. C'est quasiment comme redémarrer une business en parallèle. Là. Un peu, exactement. Okay. Donc, ça, je te dis pas si c'est nécessairement sur le pipeline. Mais là, justement, on en a sorti une qui est la Prospector, qui a un look plus, je pourrais dire, urbain, mettons. Eux autres, ils ont quand même un petit peu plus un look sport ou gros ou whatever. Là. Qui, on voulait justement donner un look, si tu dis peut-être un peu plus Ray-Ban ou comme ton casual look, là, mettons. Donc ça, on l'a sorti. Puis aussi, chaque modèle qu'on sort, c'est là qu'on voit aussi les tendances. Est-ce que celle-là, ça se vend bien? Est-ce que, telle couleur, etc. Puis là, c'est là qu'on évolue avec le temps. Mais pour nous, c'est important qu'à chaque fois qu'on crée, c'est d'un, mettons, si, mettons, tu as la Sunseeker, on a souvent 4 variations de ce modèle-là, donc de couleurs différentes. Mais l'idée, c'est que quand on les crée, c'est que on a de la misère à juste en choisir une. Si tu en as juste une, là, tu peux prendre, là, puis c'est celle-là. Ce serait laquelle? Quand on arrive à ça, c'est parce qu'on trouve qu'on a comme réussi. Puis si tu la mets justement sur une tablette dans un magasin de lunettes, est-ce qu'elle stand out? Et ça fait partie un peu de notre brand, c'est de dire non, elle stand out pas, elle est différente des autres. Il y en a d'autres qui vont dans la variation. Il y en a toujours une qui est plus, moi je pourrais dire, standard. Donc, pour ceux qui ne veulent pas nécessairement faire le leap of faith de mettre des verres bleus puis un frame brun, mettons. Donc, tu as le choix. T'sais, comme là, à ce moment-là, au moins, tu arrives, tu tripes sur le brand, tu es comme, je vais prendre quelque chose de plus conservateur pour moi, mais au moins, tout est offert. T'sais. 100%. Là, tu as parlé très rapidement de le magasin de lunettes. Je pense que tu m'avais déjà dit que vous avez fait le choix conscient de ne pas être dans les magasins de lunettes. Peux-tu en parler pour quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu-là?
Ben, en fait, on l'a essayé. On est allé cogner à plusieurs portes. Puis pour nous, au final, mettons que je résume ça de façon plus simple, c'était vraiment de pouvoir offrir un produit accessible. Okay. Ce qui arrive, c'est que la même lunette qu'on voit là, si elle pourrait être vendue en magasin, il faudrait faire x2 ou x3 le prix. Ouais. Parce qu'il faut que tout le monde se fasse une cote. Oui, exactement. Puis, à ce moment-là aussi, sur notre site, on ne peut pas vendre moins cher, on la vend sur le même prix. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, c'est possible. Mais il faut que tu augmentes tout. Il faut que tu augmentes ton site aussi quand tu rentres dans les magasins. Mais même, mettons qu'à ce moment-là, on avait notre site, mais on n'était pas assez connu que ça ne changerait rien, qu'on changeait les prix. OK. C'est que là, ce qui arrive aussi, c'est que là, tu arrives en magasin et tu dis, OK, là, c'est comme un peu louer un espace. OK, donc là, tu loues un espace, tu mets tous tes Braves là. Mais là, les autres qui sont... Tu sais, les autres, ils savent un peu ton brand, ils vont le vendre un peu. Mais entre vendre la tienne puis la Ray-Ban à côté, qui vont être le même prix, là, mettons 300$, là, ou peu importe, là, selon ce qu'ils vendent d'autres, ben sur la Ray-Ban, ils vont faire 10 fois de profit, puis sur la nôtre, ils vont faire 50%. C'est comme, genre, ils vont faire juste une petite... Donc, de pousser un brand que tu connais pas en plus, que la personne va payer plus cher pour quelque chose qu'il connaît pas. La personne paye plus cher, il faut que tu pousses, puis tu fais moins d'argent. Exact. Donc là, pour toutes ces raisons-là, on a fait bon. Parce que les gens aussi, c'est normal, ils veulent flasher. Ils vont dire, moi, j'ai une Christian Dior d'en face. Ils veulent, tu sais, j'ai payé pour, mais je veux aussi que les gens, quand ils me regardent, fassent comme, il y a une Yves Saint-Laurent ou peu importe. Là, ouais. Donc ça, c'est sûr, c'est le monde du fashion. Donc pour nous, on a décidé, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir les essayer. Mm-hmm. On s'entend, ça va sur ton visage, mais on a vraiment voulu maximiser sur l'opportunité d'achat pour ce que c'est. Parce qu'à l'inverse, ce qui était quand même gratifiant quand on allait les voir, c'est que, puis à chaque fois qu'on les a dans les mains, ils disent « Wow! » Les opticiens étaient comme « Wow! » OK, puis là, ils disaient « Tu vends ça vraiment pas cher. » Comme, c'est pas assez cher, ça. Mm-hmm. On dit « Ben, ça, c'est ça qu'on veut, tu sais. » Mais le fait qu'ils disent « Wow! » Ben, c'est parce que pour nous, c'était un peu d'avoir réussi, là, parce qu'à un moment donné, quand tu pars de rien, tu dis « Ben, 100%. Okay. Donc, on a fait ce choix-là. Puis, petite question. Mettons, moi, dans ma famille, j'ai des optométristes. Disons que ce serait une boutique indépendante d'optométrie qui, eux, juste parce que vous êtes une compagnie québécoise puis qui se foutent un peu du profit, serait comme, hey, nous, on veut avoir des Braves. Est-ce que vous le feriez ou... Oui, on serait ouvert d'avoir évidemment des pignons sur rue ou des places spécifiques que les gens aussi... peuvent les essayer ou peu importe, ou d'en acheter directement là. Évidemment, il y aurait peut-être moins de profit qui serait fait. Ou des fois, il faut juste le voir aussi après ça, un mindset plus de business. Tant qu'à payer tant en publicité, on préfère en donner sur des marchands. Puis nous, en faire moins. C'est comme plus un placement de juste de la visibilité. Donc, c'est une autre stratégie qui peut être faite. Mais c'est ça, c'est de comprendre. Je pense qu'après ça, c'est une relation là, de business. Puis de voir, comme on préfère être mieux représenté puis d'en faire moins que d'être dans une place qu'ils s'en foutent de toi puis ils sont juste comme... 100%. Donc, c'est vraiment ça. Puis après ça, on n'a pas continué à repousser ça parce qu'on a dit, bon, on va continuer à mettre nos forces là où on est comme bon pour l'instant. Puis je pense que le e-commerce, pour plein de raisons, peut être vraiment avantageux aussi en termes d'affaires. Là. Oui, aussi. Parce qu'après ça, bon... T'enlèves le middleman au final. Exact. Surtout pour des lunettes de soleil. Parce que dès que tu as de la prescription, c'est là que tu es comme obligé d'avoir quelqu'un qui... Exact. Donc, ça serait peut-être un avantage, mettons, là, d'être en... Serait-tu possible d'avoir des verres tu peux en mettre, selon tes forces, mettons, ceux-là, selon à quel point tu vois pas. Là, peut-être que là, le verre serait peut-être sur celle-là. Il y en a d'autres qui c'est différent, mais sur celle-là, c'est peut-être un petit peu trop gros pour la force. Mais en général, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent puis il y a des gens qui le font. Okay. Puis ça va. Le seul point un peu, je pourrais dire, négatif ou plate, c'est que c'est rare qu'on soit capable de refaire les mêmes couleurs. Parce que comme le processus de production le fait, quand nous, on commande des verres, c'est un minimum. C'est un minimum de, je sais pas moi, 100, 200 verres. Donc, ton optométriste n'aura pas nécessairement ce verre-là. Il va t'en mettre un transparent ou vert ou noir, là, foncé, standard. C'est ça. Donc, tu perds le look original de la marque. Mais en même temps, si tu tripes et tu as envie et tu veux le faire, tu peux. Là, 100%. Très cool. Je pense que de ce que j'ai compris, Dave, on est arrivé aux 55 minutes quand tu as levé la main. Oui, exactement. Parfait. D'ailleurs, Dave, si je ne me trompe pas, avant le podcast, tu disais que tu as commandé pour un de tes chums des lunettes Brave Vision. Oui, exactement. Est-ce que tu as fait partie du unboxing process ou tu l'as juste donné à la boîte à ton chum et tu n'as pas vu... dans le fond, j'y ai amené, c'est mon prof d'arts martiaux. Quand j'ai amené la boîte, il l'a ouvert devant moi. Là. Ouais. J'aimais bien, ça donnait un petit look. Le noir avec le jaune, ça donnait un petit look Brise de Nice. J'aimais le look.
Il y a quelque chose quand même dans notre identité, peut-être à cause de l'âge, évidemment, mais les années 80, puis ça fait partie de tout ça. Stranger Things. C'est ça. Mais comment je pourrais dire... du fait de des formations professionnelles, whatever, dans le cinéma, tu sais, toujours les acteurs, les Terminators, tu fais pourquoi ils ont des lunettes incroyables puis nous, on n'en a pas, tu sais. Ouais, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Donc, 100%. c'était un peu Veux-tu aller chercher Malf, ta mallette, genre? C'est une petite partie du podcast qui va être peut-être plus pour les gens qui écoutent en vidéo que les gens qui écoutent en audio. Désolé pour vous, auditoire Spotify, mais en fait, sur Spotify, je sais pas si vous le savez, mais vous pouvez maintenant écouter la vidéo et l'audio. Fait que, disons que vous l'écoutez en audio, vous pouvez cliquer pour voir la vidéo aussi. On va juste ouvrir sa mallette pour voir un peu. C'est un peu massif, donc je vais comme la déballer puis le mettre sur la table. Ouais. Mais tu vois déjà, ça vient de partir de notre univers. C'est une caisse Nanook qui a des lunettes dedans, là, mais je vais tout venir les déposer. Désolé, le son aussi. Là. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je disais, dans le fond, l'univers vient avec. Là, notre case, c'est une case Nanook, là, donc c'est pour représenter un peu l'aventure et tout ça. On avait créé, ça aussi, c'était comme édition limitée, là, on le fait différemment, mais on avait créé un tube de transport qui, à ce moment-là, était présenté peut-être sur une moto ou quelque chose pour être utile sur autre chose. Là, donc, un tube en aluminium. Il est tout en métal. Ouais. Mais attends, cette boîte-là que tu montes en ce moment, le case Nanook. Oui, ça, c'est nous comme présentoir. Ah, ça, il n'y a pas de client qui reçoit ça. J'étais comme, my God. Non, ben, tu sais, éventuellement, on pourrait bien en créer. Ça, par exemple, est-ce que les gens reçoivent ça? À un certain point, oui. Là, on a discontinué ça. Ben, en fait, il en reste encore en ligne pour ceux qui en veulent. Là. Juste le tube en tant que tel. Là, on l'a comme créé un peu autrement. Là. C'est comme vraiment une bouteille d'eau qui ne sert pas nécessairement pour transporter la lunette, mais à l'intérieur, on y met la lunette pour le shipping. Ça, c'est complètement sick. Là. Ben, moi, je recevrais des lunettes. Je recevrais des lunettes dans un gros tube de métal. On dirait, tu sais, dans justement les films des années 80 où ils s'envoyaient des messages c'est ça, dans des tubes. Là. Ouais, exactement. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Très nice. Donc, bref. On en voit plusieurs ici, là. Il y a plusieurs modèles. Puis ça, c'est tout le même modèle. Il y en a plusieurs de. Ou en différentes couleurs. Tu as des Trailblazer, tu as des Sunseeker. OK, cool. Mais tu vois, ici, tu as un autre modèle qui est peut-être plus ton style, Ray-Ban. Ceux-là sont encore disponibles? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en passant dans le podcast. Mais les lunettes chez Brave, c'est toujours des éditions limitées. Fait que si je ne me trompe pas, tu en fais 500 de chaque. Puis une fois que tu arrives au bout. 450 ou 400 selon. OK. Puis une fois que c'est fini. Ce qu'on refait, c'est s'il y a d'autres collections. Donc, mettons des. Nice. Mettons des Sunseeker. On a Sunseeker 1, 2 et prochainement 3. Donc, on va garder le même frame. On va toute la combinaison de couleurs, donc de vert et d'acétate, vont être différents. Puis des fois, il y a des accents ou des choses qui ont de différents. Ouais, mais en général, le frame, c'est un peu dire genre, t'as ta Porsche 92 ou ta Porsche 2021, je sais pas quoi. Ouais. Je veux dire, ça reste le même univers. Mais sous d'autres variantes, là, mettons. Très nice. Puis, petite question, Malf, avant qu'on finisse le podcast. Oui, il y en a plein d'autres en avant. Style vélo, là, que tu disais. Ouais, ça, c'est eux que je regardais justement Mais tu vas voir, pour m'acheter potentiellement. Ouais, c'est ça. Je pense que pour du vélo, ça serait trop lourd, mais dans la vie de tous les jours, tes verres sont vraiment très sharp aussi. Oui, c'est ça. Donc, pour justement, encore une fois, des formations, mais. Toutes les verres, c'est des verres Zeiss, donc même en cinéma ou quoi que ce soit, on utilise des fois des objectifs Zeiss. Puis ça a toujours été de la très bonne qualité. Donc, Très nice. Dernière petite question avant qu'on wrap le podcast, puis je la pose tout le temps aux gens qui viennent. Toi, personnellement, tu vis dans les Laurentides, puis là, ton QG de Brave Vision, il est là aussi par la bande. Là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir t'installer dans le coin? Est-ce que tu viens du Nord initialement? Toujours eu un chalet dans les Laurentides. Ouais. On a décidé de se construire sur le même terrain que mes parents de leur chalet, finalement. OK. Puis ça, c'était pré-pandémie. Donc, après ça, la vague a suivi. Là, tout le monde qui ont déménagé dans le Nord. On a tous fait la même chose. C'était un peu un souci pour moi de dire, bon, je travaille un peu à distance, tout ça, mais en même temps, moi, à ce moment-là aussi, en termes de tournage ou quoi que ce soit, je ne suis pas toujours en tournage tous les jours. Donc, c'était correct de venir, de descendre à Montréal ou quoi que ce soit. Mais sinon, je pense que ça va avec l'esprit de vivre des expériences, I guess. Là. Je veux dire, je suis sur le bord d'un lac, j'ai accès à faire des choses, puis de pouvoir en profiter. Donc, je pense que ça fait partie aussi après ça. T'es où exactement? À Saint-Adolphe d'Howard. Saint-Adolphe d'Howard, nice. Ouais. Donc là, en fait, même notre QG initial, puis on a encore juste comme, entre guillemets, un entrepôt à Montréal pour Brave. Notre adresse est encore là. Ouais. Mais sinon, on est entre Mirabel et Saint-Adolphe
à toi de faire tout ça, là, finalement. Oui, très cool. Bon, ben écoute, génial. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. C'est tout le temps qu'on avait. Ben merci. Mais je pense qu'on aurait pu jaser encore un bon petit bout. On va se reprendre prochain Club Nordique. J'espère que tu vas être là cette fois-ci. Puis je vous invite à aller voir le site de Brave Vision, leurs produits. J'aimerais ça que les gens qui nous écoutent pourraient... c'est ça qui arrive. C'est qu'il faut que tu les aies dans les mains. C'est comme... Si je peux me permettre, tu le déliteras, mais notre première histoire, là, c'est quand je suis allé chez DHL recevoir nos premières lunettes. Ouais. Je jase avec le gars, là, puis il essaie de trouver ma boîte, puis tout ça. Puis il dit, OK, c'est une vision de lunettes. Puis bon, il s'attendait, j'imagine, à ce qu'il s'attendait. Mais une fois qu'il a ouvert la boîte pratiquement en même temps que moi, il a fait, OK, ce genre de lunettes-là. Tu sais, lui, il pensait à une petite lunette cheap là, que tu jettes, là, que tu as acheté chez Dolo, là, peu importe. Là. Ouais. Mais c'est ça. C'est ce qu'on essaie de transmettre le plus possible. On le fait sur notre site, mais quand tu les as dans les mains, généralement, tu dis, OK. Ils sont comme plus lourdes. Il y a comme un feeling genre de qualité que tu vois clairement que... il y a de l'effort derrière ça. Fait que oui, allez voir le site de Brave Vision, puis à la limite... J'espère qu'un jour, justement, il y aurait une place ou en personne. Il pourrait aller les essayer. Sinon, peut-être t'appeler là, si quelqu'un veut en essayer. Je sais pas si... Ouais, on en reparlera. Oui, non, tu géreras ça par courriel. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Peut-être dans les Laurentides, un coin qu'on pourrait peut-être trouver là, pour au moins les showcases. Là, puis très cool, très cool. Puis je veux en profiter aussi pour remercier Dave. Merci, Dave, de ton beau travail. C'était nos 2 premiers épisodes ensemble. Ouais. Tout s'est bien passé. Le son est bon, l'audio est bon. Parfait. Exactement. Puis dans le fond, on est au studio Guerrilla qui est disponible aussi en location. Tout le monde, je vais m'adresser à la caméra qui est là. C'est que si vous voulez faire de la création de contenu, que ce soit du podcast, de la pub, il y a un studio aussi en arrière avec un cyclo blanc. Tu as un setup aussi en arrière, je pense, d'enregistrement radio, un petit peu plus que tout est feutré là, en haut de ton garage, je ne me trompe pas. Un studio d'enregistrement au deuxième. Oui, c'est ça. Donc, si vous cherchez une place dans les Laurentides, à Saint-Colomban, il n'y en a pas, en fait, des places dans les Laurentides qui font ce qu'ils font. Puis, je suis tombé là-dessus un peu par hasard, puis je suis vraiment content de vous avoir trouvé. Fait que Studio Guerrilla, la gang, si vous cherchez à créer du contenu pour vos entreprises ou pour des projets personnels. Puis sur ça, un gros merci, Malf, d'être venu. Bien content de t'avoir jasé. Merci à toi. Salut! Ciao.